Rebonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image. Nous poursuivons avec Apolline Caron-Ottavi. Bonjour, Oui. Apolline. Bonjour. C'est longtemps qu'on avait poursuivi les gens de la Cinémathèque, on s'ennuyait un petit peu de vous. Voilà, c'est une occasion. Toujours une belle programmation, Guy. Exactement. Toujours. Donc, Pierre Pajot est avec moi Bonjour, afin Guy. de Bonjour, parler Guy. de cette programmation Cuba après la Révolution. On en discutait un peu tantôt ensemble. On a l'impression, c'est vrai, puis c'est peut-être un peu faux, ça demande des nuances, mais qu'on a oublié la force du cinéma cubain. Parce qu'effectivement, dans les années 60, les années 70, les années 80, c'est un cinéma qui était... Ça venait avec la Révolution. C'est comme... Ça- Guy, c'est assez vieux, tu connais ça? Oui, j'ai connu Parce la que- Révolution, Pierre. Parce que, tu sais, l'image qu'on avait ici, surtout c'était la guerre avec les Américains, ça résonnait de façon incroyable. Tout ce qui venait de Cuba, on le recevait comme étant une bénédiction. Tu sais. Après, on a déchanté sur certains aspects, mais... Ça, je suis d'accord avec toi, Pierre. Mais on en parlait tantôt avec Hélène Doyle. Le cinéma politique, Ouais. pendant des années, était, je veux dire, une des forces cinématographiques. Et on a l'impression que depuis 20 ans, c'est plus difficile de trouver une place, de trouver un public, soit parce qu'on les a déjà vus, soit parce que, je veux dire, on y croit un peu moins. Il y a plusieurs raisons. Mais j'ai l'impression que derrière un petit peu, je veux dire, ce recul, ou en fait cette méconnaissance du cinéma cubain, je veux dire, aussi un désenchantement par rapport à un cinéma politique. Et je suis content, toute introduction, là, pour dire que je suis content que la Cinémathèque, je veux dire, revoie et nous permette de revoir des grands classiques, là, je veux dire, du cinéma cubain. Oui, exactement. Là, il y a toute une époque quand même de cinéma politique dans les années 60-70. Puis le cinéma cubain est une sorte de parenthèse, de moment un peu unique. Donc ça part avec la création de l'Institut du cubain de l'art et de l'industrie cinématographique, donc qui est créé à peine 3 mois après la Révolution de 1959, et qui va ouvrir un moment un peu particulier avec vraiment l'émergence d'un cinéma nouveau, un cinéma d'auteur cubain qui va partir de rien, même s'ils ont des influences, ils s'inspirent évidemment des nouvelles vagues, du néoréalisme italien et tout ça, mais ils vont créer un cinéma pour le peuple cubain, et à ce moment-là, donc c'est un moment très particulier. Et puis par rapport au cinéma politique, je pense que il y a aussi des nouvelles générations de spectateurs, puis ça peut valoir l'occasion. Alors c'est important de remontrer ces films-là qui peut-être en effet ont été un peu moins vus ces dernières années ou un peu oubliés. Puis c'est l'occasion de voir aussi que ça ressemble pas forcément à ce à quoi on peut croire. C'est un cinéma. Ouais, ça a bien raison. Non, parce que c'est un cinéma qui est revendicateur, mais c'est aussi un cinéma qui est très poétique. Tout à fait. Donc, oui. Et une certaine ouverture vers un peu la folie aussi dans son cinéma. Ça va dans plusieurs directions. On n'est pas dans le film de propagande. Parce que souvent, on a un peu une image négative du cinéma politique en disant, bon, il passe ces films de propagande. On en a vu quelques-uns. Alors que le cinéma cubain, il y a une folie parfois, je veux dire. Oui. Faut pas oublier, c'est le background de la culture Amérique du Sud. C'est comme ça se sent, là. Tout Quasiment, à fait. on peut penser à Globert Rocha. C'est comme... Oui. C'était aussi, là, pour moi, un cinéaste politisé, Terre en transe et tout ça, ça a marqué ma... Et donc, il y avait aussi une stylistique Amérique du Sud qui était aussi présente à Cuba. Et oui, tout à fait. Alors, c'est un peu la caractéristique, là, avec l'Institut l'ICAIC, là, je vais raccourcir. Mais, et puis, notamment avec l'impulsion. Alors, c'est toute une génération de cinéastes qui s'engouffrent là. Puis, l'impulsion du directeur des premières années, Alberto Guevara, où vraiment l'esthétique va être très importante. Donc on est loin du cinéma de propagande didactique, dogmatique. Ils vont faire très attention à vraiment faire du cinéma, penser le cinéma aussi dans sa dimension spectaculaire par rapport au public, pour attirer un public, puis avec une volonté un peu aussi d'éducation populaire et puis d'unité, de rassembler donc le public, c'est le peuple, donc de rassembler autour d'un cinéma national. Et cette rétrospective, on ne l'a pas dit, mais débute du 1er jusqu'au 19 février. Vous présentez beaucoup d'œuvres. Beaucoup. Et entre autres, vous
présenter 3 films d'un de mes cinéastes que j'aime énormément, c'est Tomás Gutiérrez Alea. Je pense même qu'il y en a au moins 4. C'est peut-être qu'il y en a 4, j'ai peut-être moins... Tout à fait. Donc lui, c'est vraiment... Alors, Tomás Gutiérrez Alea, c'est vraiment un incontournable. Il est là dès le début, dans cette aventure cinématographique cubaine. C'est un révolutionnaire de la première heure. Donc, dans un contexte de liberté artistique quand même qu'ils ont à l'Institut, il va en avoir, lui, encore plus peut-être, ce qui fait qu'il a constitué une œuvre qui est quand même très étonnante. Pareil, c'est pas vraiment, c'est pas ce qu'on pourrait attendre d'un cinéma. Donc c'est un cinéma qui évidemment veut parler de la Révolution, veut accompagner la Révolution, mais qui en même temps se permet des choses assez étonnantes, donc y compris d'aller vers la comédie pour se moquer des faiblesses, des travers de la Révolution. Vers l'érotisme aussi. Hein, parfois. Oui. Avec par exemple, quel exemple vous avez en tête là? Je ne me souviens plus, mais il me semble des souvenirs. C'est vrai que Mémoire du sous-développement, c'est une relation assez étonnante entre un bourgeois qui en même temps a refusé de s'exiler, donc complètement un anti-héros dans le contexte de l'époque, de mettre ça comme personnage principal. Il déambule dans la Havane et il a une relation avec une jeune cubaine du peuple, donc en effet qui cristallise beaucoup de choses et beaucoup de rapports de force aussi. Et donc c'est un cinéaste qui va faire le pari de la critique positive pour faire avancer la Révolution. Ça fait partie un peu de ces idées, c'est-à-dire que en dénonçant les travers, en faisant parfois de la comédie, ça c'est le cas de la mort d'un bureaucrate, ou le premier film qu'on passe ce soir, là, Les 12 chaises, donc ça c'est vraiment des comédies. C'est l'idée de faire de la critique positive pour... faire progresser les idées révolutionnaires. Puis, et après, évidemment, ça va peut-être se teinter un petit peu plus d'amertume sur la période de la fin. On peut penser à Fraises et chocolat, qui va avoir une dimension un peu plus critique sur là, vraiment, les erreurs, et notamment l'intolérance envers les homosexuels qu'il y a eu. Oui, Fraises et chocolat, lui, ça avait été un assez gros succès. J'ai un souvenir, moi, que Fraises et chocolat, ça a eu un succès commercial. Moi, je suis allé le voir dans une salle à Montréal et il me semble que ça avait relativement bien marché. Hein, Guy? Je sais pas... Il me semble que Fraises et chocolat, c'était comme un succès. Le film a eu un retentissement international, là, vraiment. Oui, puis c'est un film qui était, je dirais, très accessible. Il y a certains films qui sont peut-être parfois un peu plus ardus, alors que Fraises et chocolat, il y avait une facture, je veux dire, qui était, pas commercial, mais qui était accessible à tout le monde. C'est plus tardif, là, on parle d'un film de début des années 90. Oui, c'est là que ça a un peu changé. Quelle année, Fraises et chocolat? Je pense que c'est 93. J'allais dire les années 80. L'intrigue se situe avant dans le temps, mais et là, sinon, on passe beaucoup de films, évidemment, des années 60, 70, surtout, dans la rétrospective. Et toujours pour revenir dans le cas de Thomas, c'était pas facile, parce que l'ICAQ avait la main dure sur certains cinéastes. Là. Tout à fait. On ne viendra pas sur tous ces films, mais il y a certaines formes de censure. Il y a eu de la censure, voyons donc, on le sait. Pas tout à fait au début, mais... Ça se rigidifie au fur et à mesure aussi. Oui, donc il fallait, être capable d'être persuasif pour, faire passer ses idées. Et je trouve que dans les choix de films que vous nous présentez à la Cinémathèque, c'est intéressant parce qu'effectivement, vous avez trouvé des films qui, parlent de Cuba, parlent de la Révolution, mais aussi vont un petit peu, questionner cette Révolution-là, vont la remettre en question, vont y apporter un point de vue critique. Dans le cas de Tomás Gutiérrez Alea, oui, on sent il y a cette espèce de façon très ouverte de parler de la Révolution et qui est étonnante parce que c'est assez subtil, ça va dans des hôtes assez complexes. Même si c'est un cinéaste révolutionnaire, voilà, il est vraiment il refuse d'être dans une sorte de dogmatisme ou de simplisme de la façon. Il filme le quotidien aussi des gens. Notamment avec la bureaucratie et tout ça, mais vraiment d'ancrer aussi les conséquences au long terme de comment cette révolution, finalement, au fil des années, va s'inscrire dans le quotidien des gens et du peuple. Et là où c'est étonnant, on peut peut-être en parler un peu, c'est que c'est des films qui sont très, très libres et très créatifs formellement. Oui. C'est pour moi, j'ai hâte d'aller les revoir parce que j'ai déjà vu plusieurs années, puis on les a un peu oubliés, quand tantôt je parlais
qu'on avait oublié ces films-là. C'est moi le premier. Hein. On a comme l'impression de les avoir vus, puis on se disait, bon, c'est presque de l'ordre du passé. Et là, vous nous les ramenez à l'avant-plan pour nous dire, non, c'est encore de l'ordre du présent. Mais ce que je garde, puis tantôt, Pierre parlait d'exotisme. Oui, il peut y avoir ça dans Lucia et tout. Et érotisme. Oui. Mais c'est cette liberté. Cette liberté qui était aussi, je veux dire, représentative d'un cinéma des années 60-70. Oui. Où on osait. On osait formellement. Oui, on ose, ça va dans différentes directions. Donc, je ne sais pas, la mort d'un bureaucrate, il y a même des références, des hommages, que ce soit à Buñuel, au cinéma burlesque. C'est un hommage au cinéma, ce film. Voilà, c'est étonnant. Ensuite, un film comme Mémoire du sous-développement et un peu de l'ordre du collage. Ça mélange beaucoup de choses. Collage, là. Voilà. Et après, on peut souligner un peu la diversité là dans le cycle aussi des différents cinéastes, des différentes approches. Donc, il va y avoir Santiago Alvarez, par exemple, qui va travailler spécifiquement, lui, dans le documentaire, mais avec des films très, très dynamiques, parfois dans leur montage, comme Now, qui revient sur les luttes des Afro-Américains. Là, c'est un film avec un montage... Il y en a aussi qui vont plus... qui vont se pencher sur des périodes historiques du passé, les reconstituer pour la première charge à la machette, par exemple, qui est un film assez étonnant, qui parle d'événements du 19e siècle, de la guerre d'indépendance de Cuba, mais avec les méthodes du cinéma contemporain, donc caméra à l'épaule, sur le mode du reportage, caméra légère et tout ça. Donc c'est une sorte de choc comme ça entre le sujet et puis le traitement. Il y en a d'autres qui vont s'amuser à plus avec les genres cinématographiques, donc reprendre des genres un peu populaires et les détourner. Donc là, on peut penser aux aventures de Juan Quinn, qui est vraiment une aventure picaresque, voilà. Je me rappelle, oui, je l'ai vu. Oui. Donc avec un personnage un peu fantasque comme ça, qui a toutes sortes d'aventures pour finir, au final, par faire la guérilla, puis par devenir... voilà, c'est... Et puis évidemment, des mélanges documentaires-fiction. Là, je pense à un film comme Gironde, donc qui parle des événements de la baie des Cochons, et puis qui mélange le témoignage et la reconstitution fictive avec vraiment une dramatisation des événements. Donc voilà, beaucoup de formes très libres et d'expérimentation, quoi. Et je remarquais que c'était dans vos archives. Tout à fait. Alors voilà, c'est un point important. Ça s'aperçoit à quel point... Ça m'inquiète. Pourquoi, Pierre, ça t'inquiète? Moi, là, j'allais présenter une copie des archives de... Tu veux-tu dire que les copies sont pas belles? C'est ça, je veux dire. Écoute, une copie des 400 coups. Je suis sorti de là gêné. Vous avez des belles copies ou quoi? Mais on a des belles copies, tout à fait, dans les archives. Donc, il y a de tout. Les archives, ça bouge, etc. Mais on teste les copies. Mais c'est pas du 16 mm. Évidemment, on teste les copies avant de les voir. Là, c'est dommage que Robert Daudelin soit parti, parce qu'à la limite, ça aurait été intéressant d'en parler avec lui. Là, il y a quand même une 60aine de films cubains dans les collections de la Cinémathèque québécoise. Oh, c'est beaucoup. Puis qui ont commencé à être acquis dès les années 60, donc dès la période où en fait la Cinémathèque rejoint le Québec à l'époque, c'était, on était nous aussi, là, le chat dans le sac, on était aussi dans le cinéma de contestation et tout à fait. Le donc, Québec changeait et je suis pas sûr qu'il y ait des affinités Oui, c'est ça. Au niveau esthétique, il y avait des liens à faire parce que, le cinéma dialecte dont tu parlais, Pierre, a été repris, transformé, mais à Cuba, on utilisait ces techniques également. Et plusieurs colloques de l'époque aussi invitaient des cinéastes cubains. Donc, je pense qu'ils sont venus régulièrement à Montréal. Donc, il y avait une complicité entre le Québec et Cuba à l'époque, et c'est normal, je pense que la Cinémathèque a acheté beaucoup d'œuvres. Oui, dès l'époque où la Cinémathèque a rejoint la FIAF, la Fédération internationale des archives de films, il y a eu beaucoup d'échanges, de liens qui se sont créés. Donc là, il y a des copies qui avaient été données par la Cinémathèque cubaine, la Cinéteca. Donc c'est ça. Alors c'est vrai que là, peut-être que Robert Daudelin, qui était en tant qu'ancien directeur de la Cinémathèque, aurait à nous dire au fil des décennies, justement, tous ces liens qui ont été tissés et l'histoire de certaines de ces copies-là. Voilà. Et donc, il me reste quelques minutes.
Mais il y a un film que j'ai pas vu. Là, j'espère que tu l'as vu. Je te pose peut-être une question pièce. Santiago Alvarez, x3. C'est quoi ça? Non, alors c'est ça, Santiago Alvarez. Donc c'est une programmation collective. Il y en a quand même quelques-uns que j'ai pas vu, mais Santiago Alvarez, c'est un cinéaste qui a fait surtout essentiellement du documentaire. Oui. Donc on a appelé ça Santiago Alvarez x3 parce qu'il y a 3 courts-métrages documentaires en fait dans ce Parce que là, programme-là. je voyais qu'il y avait Nord, 60... Now, tout à fait. Donc ça, c'est sur les luttes des Afro-Américains. Donc un montage d'archives très dynamique. On voit même Martin Luther King en entrevue avec le président Johnson. Il y a un film sur Ho Chi Minh, sur l'histoire d'Ho Chi Minh qui est mort à 79 ans. Donc une sorte de film hommage. Et puis un 3e film. Donc c'est vraiment des courts-métrages documentaires. C'est pour ça, ça représente un peu une veine à part entière là dans Moi, cette que je connais époque-là. pas, puis ce qui me frappait, c'est que c'est du documentaire, mais c'est tourné en 35 mm. Les copies. C'est clair qu'il y avait les 35, mais ils tournaient quand même en 35 mm. Nous, à l'époque, le documentaire tournait à du 16. Hein? Souvent, au Québec, on ne tournait pas en 35. Il y avait ça quand même... la Brec a tourné des films en 35, là, mais oui, je sais que ça dit. Et peut-être pour finir, il reste d'ailleurs beaucoup de copies à explorer. C'est voué éventuellement à se prolonger là, au sens où en fait il y a beaucoup de copies qui sont pas sous-titrées. Donc il y aurait tout un travail aussi de sous-titrage à faire pour pouvoir présenter d'autres films inédits qui sont dans les voûtes de la Cinémathèque. Okay. Et également, ce qui me frappait dans le Santiago Alvarez x3, c'est que tu as des films sous-titrés en français. Oui, là, les copies, il y en a qui sont... tout ce qu'on a montré, donc c'est des copies sous-titrées, alors qu'il y en a encore beaucoup à découvrir, où là, par contre, il faudrait faire un travail de... Oui, parce que parfois, on a le droit des copies sous-titrées en anglais, donc de pouvoir avoir accès à des sous-titres en français. Il y a toute une recherche qui avait été faite à l'époque. J'étais à Cannes, il y a plusieurs... Et c'était des copies restaurées de Cuba, puis c'était eux autres, évidemment, à Cannes, des beaux sous-titres français. Toujours. Merci beaucoup, Apolline Caron. Merci à vous. Merci, Apolline. Donc, on rappelle, donc, bien ça sûr, commence ce soir. Ça commence ce soir. Et également, on rappelle que c'est pas la seule rétrospective, parce que la Cinémathèque vous invite à plusieurs rétrospectives. Et on parlait tantôt, je veux dire, de femmes, mais il y a la rétrospective, bien sûr, de Tani Rachid. Il y a Tani Rachid. Et Albert Tessier. Donc, ça, c'est important. Il y avait également... Western Spaghetti qui continue encore un peu. peu. Les Western Spaghetti est très varié, pas seulement Léon, évidemment. Et l'adresse. Nous, on la connaît bien, l'adresse. Oui. Et c'est l'adresse de la Cinémathèque pour les gens qui n'ont jamais été, qui veulent fréquenter maintenant de nouveau. 335 boulevard de Maisonneuve, métro Berry-UQAM. Il y a un petit parcours, un petit labyrinthe dans les travaux. Là, il y a une dimension labyrinthe avec les travaux. Mais on y arrive quand même. Merci beaucoup, Apolline. Merci. Donc, nous, bien sûr, on vous invite dès vendredi à aller voir le film d'Hélène Doyle, Au lendemain de l'Odyssée. Très beau film. On vous invite, bien sûr, à aller à la Cinémathèque. Et pour tout, parce qu'il y a des nouveautés également. C'est Don't My Saigon, film de Koélé qu'on a énormément aimé. Et c'est toujours la même chose. Merci beaucoup à Pierre Pajot, Robert Daudelin. Merci Maxime. Et on se retrouve la semaine prochaine, toujours 1 heure de cinéma à Radio Centre-Ville, derrière l'image. Bon cinéma.